Comme je vous l'expliquais dans la conclusion de la vidéo précédente, nous avons toujours un problème. Actuellement, nous sommes capables de spécifier des signatures pour des fonctions, mais le compilateur tentant d'inférer des types les plus génériques, ou en tout cas permettant une compatibilité entre des types équivalents, nous n'avons pas pu tout à fait résoudre la problématique de la première vidéo, à savoir notre fameux type T et notre couple de flottants. Donc, nous allons reprendre cet exemple et le régler une bonne fois pour toutes. Nous avions ici, souvenez-vous, donc notre module point qui contenait un type T qui était défini par un couple de flottants et toutes nos fonctions en dessous qui allaient utiliser des flottants ou des couples de flottants. Et en particulier, ici, on voyait cette fonction toString qui prenait un couple XY qu'on pouvait inférer comme étant des flottants grâce à notre printf ici. Donc on savait que c'était un couple de flottants. Mais jusqu'à maintenant, si on passait directement un couple de flottants sans passer par un point créé par exemple newPoint de f, ça compilait. Dans un exemple aussi trivial que mon petit module de point, on s'en fiche, bien évidemment, mais quand vous allez commencer à travailler sur des modules plus sérieux, si on peut vous injecter des valeurs random à partir de n'importe quelle fonction, vous allez très vite avoir des problèmes. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à pouvoir contrôler complètement la vie de notre type, c'est-à-dire de forcer l'instanciation de ce type par un certain nombre de fonctions qui vont donc normaliser les valeurs de ce type, et bien évidemment avoir des fonctions qui vont manipuler ce type qui ne pourront prendre que des valeurs du type qui aura été créé par, entre guillemets, nos constructeurs, puisqu'on est dans la même idée. Donc pour cela, nous allons étudier ensemble l'interface de notre module point. Donc avec la vidéo précédente où on a présenté les interfaces, j'imagine que vous allez avoir très vite une idée de ce qu'il y a là-dedans. On retrouve nos valeurs pour nos constantes ici, et puis nos fonctions, nos constructions, le toString, le distance. Mais regardez, il y a une subtilité. Ici, dans mon module, je déclare et je définis un type T comme étant un couple de flottants. Mais dans mon interface, j'exporte bien un type T, c'est-à-dire que depuis l'extérieur de mon module point, j'aurai accès à ce type T, mais je ne dis pas de quoi est fait ce type T. Je ne donne pas la définition de ce type T. C'est-à-dire que le module tel qu'on l'avait, l'interface telle qu'on l'aura eu dans la première vidéo, ça aura été float, croix, float. Et c'était bien là le problème, c'est-à-dire qu'on disait au monde entier que notre type T était égal à float, croix, float. Ici, je ne le dis pas. Je dis juste, il existe un type T, et pour manipuler ce type T, tu devras utiliser mes fonctions. Par exemple, newPoint, qui prend deux floats, ici newPoint 2f, qui prend deux flottants, et qui renvoie mon type T. Elle ne renvoie pas un couple de flottants, elle renvoie le type T. Si moi, à l'intérieur, j'ai envie que ce soit plus un couple de flottants, mais je sais pas, un record avec deux champs, je peux le faire. Et ça ne change rien du point de vue de l'utilisateur à l'extérieur, puisqu'à chaque fois qu'on manipulera le type T, pour lui, ça sera un type opaque. Il n'aura aucune idée de comment est-ce qu'il est fait. Il ne pourra donc pas le manipuler lui-même. L'utilisateur sera obligé d'utiliser nos fonctions. Donc que ce soit ici nos pseudo-constructeurs, entre guillemets, ou par exemple notre fameuse fonction toString qui nous posait tant de problèmes depuis le début de cette séance, et bien ici on impose que toString prenne le type T en paramètre et non pas un couple de flottants quelconque. Il en va de même pour distance, donc il prend deux types T, donc deux points, et qui nous renvoie la distance en flottant, etc. On voit d'ailleurs que les constantes également, elles sont toutes de ce type T, donc c'est très simple. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. Là, je vous le montre, ça paraît complètement évident, mais c'est quelque chose auquel il faut que vous réfléchissiez. Est-ce qu'il est nécessaire d'exporter la définition d'un type dans votre interface ou non? La réponse sera quasiment toujours non. Utiliser des types abstraits est une excellente chose au Camel. Ça rend ce langage très rigide, mais à la fois très sûr et très élégant. Donc c'est quelque chose que je vais beaucoup vous imposer dans la suite de tout ce que vous ferez en Camel, pour la suite de cette piscine, ou même dans les projets qu'on aura après ensemble. À chaque fois que vous utiliserez un type dans une interface, ou en tout cas que vous exporterez un type, et que ce type ne sera pas abstrait, vous aurez intérêt d'avoir une très sérieuse justification, parce qu'il n'en existe quasiment aucune. Donc faites bien attention à ça, c'est une notion qui va devenir centrale. Alors pour terminer, on va voir ensemble le petit main de test qui va avec. Donc ici on retrouve bien évidemment le main de la première vidéo, mais vous notez que ici j'ai mis en commentaire notre fameux appel à la fonction toString, où on lui passait directement un couple de flottants.
puisque ne sachant pas depuis le module main quelle est la définition de notre type .t, je ne peux pas lui passer directement un couple de flottants. Pour autant que j'en sais à cette étape-là, le type .t pourrait être défini n'importe comment. Donc cette ligne ne compilera pas. Donc pour commencer, on va se convaincre déjà que ça fonctionne avec une petite compilation. Donc OCaml opt de .mli suivi de .ml suivi de main.ml. Nous compilons, nous exécutons, nous voyons que tout fonctionne correctement. Maintenant, je vais décommenter cette ligne, relancer la compilation, et cette fois, le compilateur m'arrête. Il me dit « Ce que tu essayes de passer là, c'est un couple quelconque. Hein. Bon, ici, c'était des flottants, mais ça marche pour aucun couple. » Donc le compilateur nous dit « Pour n'importe quel couple que tu essaierais de passer, ça ne marchera pas, puisque notre expression, en tout cas la fonction toString, attend un paramètre qui soit de type .t. Donc ça ne compile pas. » Et ça, c'était exactement le comportement qu'on voulait. Donc voilà, ça c'était la petite conclusion sur les types abstraits en OCaml. Donc je compte sur vous pour y faire très attention, c'est très important dans le design de vos programmes en CAML, et c'est également quelque chose de très élégant. On verra également que c'est une très bonne pratique en OCaml de commencer ces modules par l'écriture de l'interface. C'est-à-dire qu'on s'écrit un type abstrait T, qui sera le type qui sera manipulé par notre module. Et ensuite, on va écrire tout un tas de constantes ou de fonctions de manipulation de ce type, mais uniquement les signatures de ces fonctions, les types de ces fonctions, pardon, ou les types de ces constantes. Et une fois seulement qu'on est content de son interface, on peut passer à la partie implémentation, pour avoir le détail du code. Et là, ça ne devient plus que du code routinier. Donc la partie design ici sur l'interface est extrêmement importante. Prenez bien le temps de le faire, vous allez voir qu'à la fin, on a des codes qui sont très élégants, mais aussi très robustes. Donc voilà qui termine cette vidéo sur les types abstraits. Je vous retrouve dans un instant pour découvrir ensemble la première partie du langage de module en OCaml. A tout de suite.